Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose de parler d'une émission qui est passée sur l'antenne 2 jeudi dernier, qui s'appelle Complément d'enquête. Pourquoi cette émission? Alors, d'autant plus que moi je ne regarde pas la télévision normalement, mais puisque je ne l'ai pas, mais j'ai regardé cette émission parce qu'elle traitait, le titre était assez intéressant, ça s'appelait Fraude, évasion fiscale, la guerre sans fin. Donc j'avais envie de regarder cette émission, d'autant plus que Francis Lepoisa y fait un bref passage. En réalité, le titre de cette émission est usurpé. Le titre aurait dû être égalitarisme, refus de l'élitisme et refus de la récompense, c'est-à-dire en fait démotivation et refus de la récompense. C'est un petit peu comme ça que ça aurait dû s'appeler. Je pense, si vous faites partie des centaines de milliers de gens qui ont eu des problèmes avec la fiscalité, cette émission a dû vous faire beaucoup de mal. Elle est très difficile à regarder, très très difficile à regarder. C'est une émission de propagande. Donc nous allons en parler pour voir à quel point elle peut être regardée autrement et à quel point les éléments rapportés peuvent être regardés complètement autrement, c'est-à-dire normalement. Parce que cette émission n'est pas normale. Alors elle commence, elle ouvre sur le joueur de football Ronaldo. Elle ouvre sur Ronaldo et là, le metteur en scène a organisé l'émission à partir d'un jeune enfant. Et je pense que là aussi, pour ce jeune enfant, il y aura une grande souffrance, parce que d'avoir été utilisé comme ça, c'est vraiment pas bien du tout. Alors ce jeune homme apparaît, alors est-ce que c'est un rôle de composition ou est-ce que c'est vrai? Ce jeune homme apparaît comme un grand fanatique de football, passionné par le football, et puis adepte du Paris Saint-Germain. Bien. Et donc on explique à cet enfant que ses idoles sont des crapules. C'est un petit peu comme si vous voulez, si on le mettait, on viendrait le voir, il est en train de jouer avec ses Lego, et puis on lui dit, mais non mon petit gars, il ne faut pas que tu joues avec les Lego, parce que tu vois le monsieur qui fabrique les Lego, il est richissime, et donc tu t'es fait voler. Alors tu vas mettre tout ça à la poubelle, et puis regarde, là il y a une vieille jante de vélo, il y a un bâton, allez, mets tes brodequins, ta casquette, et puis va dans la rue courir. C'est ça en fait qu'on dit à ce jeune homme. Ce jeune enfant, il a une douzaine d'années, c'est absolument épouvantable. Alors Ronaldo. Ronaldo, qu'est-ce que c'est? Ronaldo, c'est un monsieur qui est le plus grand footballeur du monde. Alors je ne sais pas combien il y a de gens qui font du football dans le monde, mais certainement que ça se compte par dizaines de millions. Et lui, c'est le plus grand du monde. Ah, c'est pas n'importe qui. Vous imaginez que pour devenir le plus grand footballeur du monde, il faut 1, des compétences exceptionnelles, un don, et 2, un travail hors du commun. Tout ça pour finir par avoir une vie professionnelle de, mettons, 10 ans, maximum. Dans cette vie professionnelle de 10 ans, toutes les semaines, Ronaldo remet sa vie professionnelle en jeu, parce qu'il n'est pas à l'abri, une semaine, de se prendre les pieds dans le tapis, ou qu'on le lui prenne volontairement, et qu'il se déchire les ligaments croisés. En vrai, quand on fait 80 ou 85 kilos, qu'on est lancé à 20 à l'heure, et qu'on rentre dans quelque chose, ça peut très mal se passer pour les jambes. Donc si il lui arrive cet accident, sa carrière est foutue. Donc c'est pour dire à quel point 1, c'est exceptionnel, 2, c'est éphémère, 3, c'est en suspens. Mais M. Ronaldo, qu'est-ce qu'il génère? Il génère des millions d'idoles qui viennent le voir, il génère un chiffre d'affaires colossal derrière lui, que ce soit en images, que ce soit directement en vente de places, enfin tout le système. Il génère économiquement une masse énorme et il génère une grande force sociologique. Il n'y a pas de match important où ce monsieur est là, que le président de la République vient pour qu'on le voie assister à ça. Et le président de la République vient dire, oui, tous nos jeunes pourraient avoir dans le football un exutoire pour leur éviter la drogue ou ceci ou cela. Donc en échange de ça, qu'est-ce qu'obtient M. Ronaldo? Mettons qu'il est
pas moi, 4 millions ou 5 millions de revenus annuels, admettons. Qu'est-ce que c'est par rapport aux masses d'argent? Quelle est la commission qu'il touche par rapport aux masses d'argent qu'il remue? Elle n'est pas importante, cette commission. Elle est peut-être de 0 quelque chose %. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'argent qu'il récupère, qui lui est payé, correspond à la récompense de quelque chose d'exceptionnel qu'il est, et c'est tout à fait légitime. Alors tout d'un coup, on nous le montre comme si c'était un escroc. Et on nous dit, ben, il faut qu'il paye l'impôt. Il faut qu'il paye l'impôt, excusez-moi, plein pot. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier quand même que quand il est arrivé au pouvoir, M. Hollande a décrété, M. Hollande, deuxième puissance économique de l'Europe, je crois que 5e ou 6e puissance du monde. M. Hollande décrète que toute personne qui gagne plus d'1 million dans l'année doit abandonner tout le reste au fisc. Vous imaginez que les gens qui sont dans la position de M. Ronaldo sont bien obligés de s'organiser pour ne pas être escroqués de la sorte. Car il n'y a pas de commune mesure entre M. Ronaldo et ce qu'il est, c'est-à-dire un être d'exception mondiale, ce qu'il génère comme économie et comme conséquence sociologique. Et puis le PDG de je ne sais pas quoi qui gagne 1 million par an, voilà, pas grand, ben, donc il y a une différence, si vous voulez. Bon. Donc ça veut dire que ça doit être expliqué. On doit mettre en perspective cette recherche de l'absolu de M. Ronaldo, cette recherche, cet idéal de qualité, hein, les retombées qu'il génère, c'est-à-dire quelle est sa position dans l'économie mondiale, qu'est-ce qu'il représente, et puis la commission quel est le droit. On ne peut pas sortir de là, on ne peut pas ne pas expliquer ça. Alors après, chacun juge comme il veut, parce qu'après chacun juge en fonction de ce qu'il souhaite comme société. Mais on ne peut pas aller au football en disant non, ça on n'en veut pas. C'est-à-dire en clair, on ne veut pas de l'exception, on ne veut pas de la récompense. Mais s'il n'y a ni exception ni récompense, ça veut dire que, est-ce qu'il va y avoir des gens qui vont aller voir les matchs de football? Est-ce qu'il y a des gens qui vont aller voir des types qui tapent 2 fois dans la pelouse plutôt que dans le ballon, qui perdent le ballon chaque fois qu'ils avancent? Enfin, est-ce qu'on va aller voir ça? Non, on va voir l'exception. Bah, l'exception, ça a un coût, et l'exception, voilà. Donc, si vous voulez, on ne peut pas expliquer à un enfant, comme c'est expliqué dans cette émission, que d'un côté, il va voir l'exception, que cette exception, elle est le fruit de qualités particulières, d'un travail énorme, et que face à cette exception, il y a une récompense. Et on ne peut pas lui dire que cette récompense, elle est mal acquise. C'est pas bien. Et qu'elle doit être rendue à des gens qui sont ni exceptionnels, hein, et puis qui ne foutent pas grand-chose. C'est pas normal. Donc c'est vraiment un problème de société. Donc c'est comme ça que commence cette émission. Alors ça déjà, c'est extrêmement désagréable et c'est très gênant pour ce jeune homme parce que je connais suffisamment de personnes qui font pour métier d'être acteur, et les rôles ça marque. Et ce jeune homme de 12 ans, d'avoir tenu ce rôle où on lui fait faire des mimiques comme s'il était dégoûté à l'idée que M. Ronaldo puisse avoir sa récompense, ce rôle va le marquer. Et cet enfant, il est marqué. Et je trouve que c'est très grave. Enfin, c'est pas le mien. Bon. Mais enfin, pour ceux qui ont fait ça, franchement, c'est pas bien. Ensuite, on enchaîne, cette émission enchaîne ensuite sur les services fiscaux. Alors là, donc on voit des inspecteurs, tels que vous les connaissez, si vous en avez vu, qui tout d'un coup sont devenus la police. C'est-à-dire que le fisc aujourd'hui, c'est plus le fisc, c'est la police. Enfin, il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire qu'on a toujours dit, moi je dis souvent, oui, c'est la Stasi, mais oui, c'est la Stasi, parce que c'est devenu la police. Ce ne sont plus des comptables qui viennent vous surveiller, ce sont des gens qui font des filatures, ce sont des gens qui vont mener des interrogatoires sans droit d'ailleurs, hein, parce qu'ils n'ont pas un droit particulier pour ça. Ils interviewent une concierge à qui ils font dénoncer le voisin du dessus. Ils font des perquisitions et ils vont tirer au pistolet, on se demande bien pourquoi, ils vont tirer au pistolet dans un stand de tir, où ils ont franchement pas l'air... c'est pas Tom Cruise. Hein. Alors, quand vous voyez ça, ça finit dans les bureaux de Bercy, où une responsable, je suppose, d'un certain niveau, a le courage de dire à la caméra, non, chez nous, il n'y a pas de statistiques. La journaliste dit, mais vous avez des statistiques? Et elle répond, non, chez nous, il n'y a pas de statistiques. Alors que c'est le moteur principal de cette organisation. La statistique,
qui a été donné l'objectif d'abord, qui a été donné par les élus, et ensuite la statistique qui permet d'arriver à l'objectif. Donc, si vous voulez, premier mensonge. Ensuite, on voit une inspectrice qui a été évidemment choisie, que je mignonne, et qui va redresser un entrepreneur de 31 000 euros, qui est ravi. Ah, l'entrepreneur ravi. 31 000 euros, ravi, de TVA. Dit-il. Quand même, le mec qui n'a pas payé 31 000 euros de TVA, alors il n'a pas d'amende, il n'a rien parce qu'il est content. Bon, je sais pas, hein, moi je connais pas ce monsieur, il a l'air gentil. Hein. Enfin bon, donc il n'a pas payé pour 31 000 euros de TVA, il n'a pas fait exprès, très bien. Donc il est redressé par cette jeune femme, très bien, ça se passe très très bien. Quand même après dans la rue, quand on lui demande qu'est-ce qu'elle fait de sa vie en dehors de ses contrôles fiscaux, alors elle explique qu'elle ne peut jamais dire qu'elle est contrôleur fiscaux, elle dit qu'elle est dans la comptabilité. Elle ne peut jamais donner son nom ni son adresse. Alors donc, on n'est pas sûr que cette pensée égalitariste soit la majorité. On prétend que c'est la majorité, mais on n'est pas sûr parce que la preuve, elle est obligée quand même de ne pas dire qui elle est. Donc ça prouve qu'elle a peur et qu'elle pense que peut-être que finalement la majorité des Français n'adhèrent pas à ce qu'elle fait. Hein, donc c'est un petit peu gênant. Hein. Ensuite, on va aller voir quelques avocats fiscalistes, dont Francis Le Poisard, qui vont essayer, mais qui n'ont pas beaucoup de temps, qui vont essayer d'expliquer que quand même il y a une certaine douleur, que quand même les gens qu'on massacre, c'est des êtres humains, c'est pas rien, c'est pas n'importe quoi. Bon, ça dure très peu de temps, quelques 2, 3, 4, 5 minutes, et puis on passe à autre chose. Alors l'autre chose après, c'est un sinistre fiscal. Alors, on voit d'abord les îles Caïmans. Alors les îles Caïmans, moi je ne connaissais pas les îles Caïmans, mais c'est un paradis fiscal, c'est connu. Et donc effectivement, on y va. Et alors là, c'est nickel. C'est des beaux immeubles, c'est tout propre, enfin, c'est dans les Caraïbes et vous avez l'impression d'être à Monte-Carlo, à Monaco. Donc c'est clean. Alors là quand même, on voit que des gens, effectivement, qui ont de l'argent, qui sont heureux. C'est-à-dire qu'on voit que des gens qui ont poussé, qui ont été chercher la qualité, enfin qui ont été chercher une expression dans leur vie, une passion, qui ont développé des compétences et qui sont contents d'avoir la récompense. Et alors on nous montre quand même un monsieur qui a monté dans cette île une petite faculté, une petite qui évidemment est de gauche et qui nous dit « mais c'est inacceptable que les gens qui viennent aux îles Caïmans, donc qui enrichissent cette île, c'est inacceptable qu'ils ne prennent pas dans leur société les habitants. » C'est un petit peu comme le football, c'est-à-dire que, si vous voulez, le type qui a une grosse société, il va aux îles Caïmans, il faut qu'il prenne les habitants, même s'ils sont complètement incompétents. Donc la compétence, ça compte pas. Dans cette émission, la compétence, ça compte pas. Évidemment. Donc en fait, c'est l'égalité qui compte. Alors les gens de l'île Caïman, évidemment, ils sont pas égaux. Ils sont partis dans la compétence et dans la concurrence et dans la compétition. Et donc ils ont la récompense. Et on les voit au moment de la récompense. On les voit pas au moment de la souffrance, au moment de la conquête, au moment... Non, on les voit au moment de la récompense. Ensuite, il y a un monsieur, parce qu'il faut quand même bien qu'il y ait un semblant d'équité. Ensuite, il y a un monsieur qui s'appelle monsieur Jean Brunet, qui est un expert comptable, qui a eu, paraît-il, un conflit fiscal de 20 ans qu'il aurait gagné. Donc monsieur Brunet a l'avantage de faire partie des 10% ou des 1 pour 10 qui gagnent au tribunal administratif. Il a gagné au tribunal administratif. On sait, nous, qu'il n'y a qu'une personne sur 10 qui gagne. Il a gagné. C'est très bien. Il est content. Ça a duré 20 ans. Je pense que M. Brunet se trompe un petit peu parce qu'il dit qu'il fait partie des 5 ou 10% de contrôles fiscaux qui ne se sont pas bien passés. Alors je pense qu'il confond bien passé ou soumis. C'est-à-dire que je pense moi qu'il n'y a pas plus de 10% de contrôles fiscaux qui se passent normalement, qu'il y en a 90% qui se passent mal, mais que dans ces 90% qui se passent mal, il y a très peu de gens comme lui, qui sont insoumis et qui se battent. La plupart des autres sont soumis et puis payent et sont détruits. Donc je pense qu'il y a une confusion
dans l'esprit de ce monsieur, qui est regrettable. Parce que, dans le fond, comme le sujet, parce que j'avais été interviewé, enfin pas interviewé, j'avais été interrogé par la journaliste, une des journalistes qui a monté cette opération, et j'ai essayé de lui dire qu'en réalité, le problème fiscal était un problème lié à l'organisation juridique de la fiscalité, c'est-à-dire à l'absence réelle de possibilité de se défendre pour les contribuables, puisque le juge ne vient qu'après la sanction, et que le juge n'est pas placé à l'endroit où il pourrait rendre la justice. Cet élément est essentiel, et je lui avais expliqué qu'il n'était pas question pour moi de paraître dans cette émission sans évoquer ce sujet qui est le sujet essentiel. Ah ben, évidemment, inutile de vous dire que je n'ai pas paru dans l'émission, puisque ce n'était pas le sujet de l'émission. Hein, puisque le débat d'émission, on rappelle, c'est la fraude qui n'est que la conséquence de l'élitisme. C'est-à-dire que, si vous voulez, la fraude fiscale pour eux est pas la fraude fiscale, mais les contrôles fiscaux et l'acharnement fiscal sur les contribuables et la nécessaire conséquence de l'égalitarisme. Donc, évidemment, je ne pense pas du tout comme ça. Donc, ensuite, nous allons arriver, alors là c'est le pompon, nous allons arriver à deux communistes, deux frères communistes, qui sont interviewés dans l'ancien palace du Parti communiste, où il n'y a plus personne, donc ils sont tous les deux d'ailleurs, à Paris, et donc il y en a un qui est sénateur, et l'autre qui est député. Vous voyez, deux personnes qui gagnent leur vie, pas par leur travail, hein. Et donc qui nous disent que, pour eux évidemment, il y a 80 milliards d'impôts non encaissés, et que donc si on met la pression grâce au contrôle fiscal, on va récupérer ces 80 milliards et la vie va être facile, puisque à ce moment-là, pas de problème, il n'y a plus de déficit. Et donc, évidemment, ils se plaignent énormément des multinationales, qui effectivement sont la cause de la misère du monde. Alors ça aussi, on peut le regarder autrement, parce que ces deux personnes, sénateurs et députés communistes, font quand même partie d'une multinationale. Jusqu'à preuve du contraire, le communisme, c'est une multinationale. C'est une multinationale intellectuelle, sociologique, mais ça a la prétention d'être une multinationale. On vient d'enterrer Castro, on l'a enterré comme un grand patron de cette multinationale. Alors, cette multinationale, c'est quand même effectivement pas là, vrai, on peut dire que dans cette multinationale, il n'y a pas de richesse. C'est la multinationale de la misère. C'est la multinationale dans le monde entier qui colporte la misère. Sauf quand, comme en Chine, il n'est plus utilisé que l'outil de la force politique, mais qui n'est plus du tout au service du communisme, qui est au service du capitalisme. Alors ça, c'est un capitalisme évidemment dictatorial, donc on est dans un autre débat. Ça s'appelle toujours communisme, on ne sait pas pourquoi. Mais ce n'est pas le communisme dont parlaient ces deux personnes-là. Donc tout ça pour vous dire que cette émission était absolument épouvantable, que c'était une émission de propagande. Je suis extrêmement choqué quand des journalistes qui prennent le nom de journalistes se prêtent à des émissions de propagande. Parce que quand on est journaliste, on fait la part des choses, on donne de manière équitable la parole aux deux positions. Alors moi j'accepte parfaitement que des gens puissent être égalitaristes. Ça ne me gêne pas, ils ont le droit. Mais ce qui me gêne, c'est qu'on ne donne pas la parole aux autres, à ceux qui sont pour l'effort, à ceux qui sont pour la récompense de la réussite, à ceux qui sont pour la réussite. Je ne peux pas comprendre qu'on ne leur donne pas la parole. Donc dans ce cas-là, on ne fait plus du journalisme, on fait de la propagande. Normalement, la propagande, un jour ou l'autre, c'est puni. Les journalistes de propagande des années 40, à la fin de la guerre, ils ont été punis, condamnés. Alors, est-ce qu'un jour, nos journalistes seront punis et condamnés? Dans cette émission, au moment où on parle au début de l'affaire Ronaldo, on met en avant Mediapart. Et on voit Mediapart faire des enquêtes, si vous voulez, sur Ronaldo. Ces gens qui ont quand même pas payé la TVA qu'ils devaient et qui ont réussi l'exploit extraordinaire de faire par le Parlement une loi qui leur a fait cadeau de cette TVA qu'ils n'avaient pas payée. Alors là, quand même, il y a un
problème. Hein. Donc, si vous voulez, je ne crois pas être tendancieux quand j'explique et quand je critique cette émission, parce que je pense qu'elle était vraiment critiquable, et je pense que c'est pas bien de faire des émissions comme ça, parce que c'est faire du mal à tous ceux qui essaient de tirer ce pays en avant, et c'est entouré d'un soupçon inacceptable. Tous ceux qui font l'effort d'avancer, qui font l'effort de réussir, qui font l'effort de chercher des solutions pour aller plus loin, pour être plus fort. Et c'est à tout cela les enrober du soupçon de cupidité et du soupçon comment dire, de vol auprès des autres qui seraient moi. Donc, si vous voulez, c'est dire effectivement à ce jeune homme, c'est lui dire, mais pas besoin, tu aimes le football, fais pas d'effort. Si tu aimes le football, ben normalement, tu dois être dans l'équipe de France. Tu n'as pas besoin de faire d'efforts. C'est pas la peine que tu passes des heures à jongler, c'est pas la peine que tu passes des heures à te défoncer. Non, dans le système égalitariste, tu dois être dans l'équipe de France. Tu aimes le football, point à la ligne. C'est suffisant. Il suffit que tu aimes le football et puis voilà, tu es un grand footballeur. Mais ça marche pas comme ça la vie. Mais ça marche pas comme ça pour le football, mais ça marche pas comme ça pour rien. Ça marche pour rien comme ça. Alors quand on veut le faire marcher comme ça finit, effectivement, il y a une très grande différence entre Cuba et puis les îles machin, là, dont je ne me rappelle plus le nom. Bon, alors c'était les îles, enfin bon, Caïmans, voilà, les îles Caïmans. Donc il y a une très grande différence, effectivement, entre Cuba et les îles Caïmans, ça c'est clair et net. Hein. Voilà, je voulais vous dire ça, je voulais partager avec vous la peine que vous avez pu avoir, le mal qu'ont pu vous faire les journalistes qui ont fait cette émission. Et alors évidemment, vous savez, à la télévision, il n'y a pas de droit de réponse, donc on ne répond pas. Et puis, il n'y a pas de droit de réponse, d'une part. Et puis, ben là, moi, je vous parle, on est une poignée. Et puis, cette émission, elle a dû être vue par des millions de gens, je ne sais pas combien. Alors, le mal est fait. Mais enfin, bon, le mal est fait, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui n'ont quand même pas dû apprécier. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.